Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un honneur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Nous nous retrouvons une fois de plus pour faire un arrêt majeur sur l'actualité au Cameroun, notamment celle ayant meublé les tabloïds tout au long de cette semaine. Il s'agira ici de parler du CAN 2021, puisqu'à quelques heures seulement de cette rencontre sportive mise au point s'avère nécessaire alors que les autorités camerounaises annoncent un pass accès entre un test Covid et le vaccin pour l'accès au stade. Une réalité qui fait déjà couler encore beaucoup d'encre et de salive dans l'ensemble du triangle national, les uns et les autres trouvant à redire sur cette mesure. On parlera également ce matin de dimanche du Code général des impôts et surtout de cette taxe qui également semble faire polémique au Cameroun, cette nouvelle taxe de l'article 93 sur les tontines qui apparemment devrait avoir une connotation à double tranchant. Merci de nous honorer de votre présence, le temps de vous permettre de vous installer et on se retrouve avec le panel. Info Presse, c'est sur Info Télévision. 6 99 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas à vous servir également de notre plateforme Facebook Info TV Cameroun et nous on se fera toujours le bonheur de rendre public vos réactions déjà installées sur le plateau d'Info Presse ce matin. Je commence par dire bonjour à monsieur le maire. C'est toujours un bonheur de l'avoir sur ce plateau. On le dit maire un jour, maire toujours. C'est un homme politique dont la verve a fait le tour du monde et qu'on a toujours bonheur à avoir sur ce plateau. Monsieur Santelou Abidou est avec nous ce matin. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, Rosalie. Je revendique à corps et à cri l'appellation de maire parce que je l'ai été. Bien sûr. Et je suis conseiller municipal. Bien sûr. Potentiel maire. En cas d'un cas. Bien sûr. Bon, donc, bref, c'est pour dire que quand on a été maire, on le reste à vie. Surtout que vous êtes des élus du peuple et de ce fait, ça donne encore un peu plus de poids à ces titres-là, contrairement à certains qui sont des nominations au Cameroun. Bienvenue une fois de plus sur le plateau d'Info Presse. Le deuxième à qui j'ai dit bonjour est avocat au barreau du Cameroun. Il est par ailleurs militant du PCRN. On a toujours également plaisir à l'avoir. Maître Asiene Aboyoyo est avec nous ce matin. Bonjour maître et bienvenue. Merci Madame Guessele, bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Info TV et particulièrement aux milliers des militants du PCRN répandus sur toute l'étendue du territoire et à l'extérieur de nos frontières. Je voudrais profiter de l'occasion pour leur dire qu'enfin nous avons entre nos mains notre livre chevet qui va désormais révolutionner la scène politique et la conception de la politique dans notre contrée, à savoir le fédéralisme communautaire qui n'a rien à voir avec le communautarisme pour ceux qui l'ont lu et qui n'a rien à voir avec la tribu, qui n'a rien à voir avec les ethnies. Donc avec le fédéralisme communautaire, enfin, nous avons l'approche de la réelle politique. Et je voudrais saluer l'honorable Cabral Libi, auteur de cet important ouvrage, notre président national, et à qui je souhaite bon vent dans cette lancée et qu'en 2025, ce soit le président de la République du Cameroun. D'accord. Tous vos souhaits sont enregistrés. Vous surtout commencez que à nous faire sommes comme le RDPC. à fin d'année, tout est possible. Il paraît que c'est en cette période-là que le divin note beaucoup les souhaits et les rêves pour l'année qui arrive. Donc, pourquoi pas. Le moment, il est bien choisi. On va également dire bonjour à notre troisième invité. Il est universitaire. Ce sont les agrégés de notre pays, comme certains aiment à le dire. Il est surtout anthropologue. J'aime bien parce qu'il étudie à ce niveau-là un tout petit peu la population dans ses contours et ses pourtours. Mais on rappelle également qu'il est enseignant de communication. Ce sont eux qui font les dames comme nous. Et j'ai toujours bonheur à l'avoir également. Le professeur Messanga Obama est avec nous ce dimanche. Bienvenue, professeur.
Merci Rosalie. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs, d'où qu'ils nous regardent. Et je voudrais aussi présenter mes condoléances à monsieur le PDG de Donem qui a enterré son enfant dans la douleur. Je crois que c'était ce week-end. Ouais, c'était hier, pour être précis. Et malheureusement, j'étais moi aussi à un autre enterrement. C'est douloureux comme ça, mais je crois que la vie continue. Il nous faut beaucoup de courage. Comme je dis d'ailleurs, courage à toutes les familles qui ont enterré un membre ces derniers temps. Et pour ceux qui en perdent. Merci à vous d'être là ce matin. On va donc rentrer, si vous le permettez, dans la première thématique de ce matin. On parle donc de la CAN. Il faut dire que désormais, il faut avoir le mode d'emploi, de fonctionnement de la CAN à venir au Cameroun pour pouvoir s'en sortir dans tous les mouvements qu'il faudra faire à l'intérieur du pays. Il y a quelques semaines seulement de l'événement. Chacun y va de son mouvement, de son délire, de son dispositif. Et concernant les stades, désormais, on apprend qu'il faudra soit se faire vacciner, soit avoir un test datant d'au moins 72 heures. Aussi vrai qu'on sait quand même que les matchs vont s'enchaîner. Si on part vers le test, ça va être compliqué de se faire tester chaque 3 jours pour suivre le rythme. Peut-être le vaccin finalement deviendra la seule solution. Une belle stratégie, maître, pour finalement amener les gens à se faire vacciner pour les amoureux du ballon rond qui voudront vivre la fête. Ah oui. Comme je l'ai toujours dit, la trouvaille du mode de ceux qui nous gouvernent actuellement, c'est le football et les églises. Et je crois que c'est bien pensé pour eux, c'est une belle aubaine pour pouvoir recueillir autant que faire se peut la majorité du troupeau pour pouvoir les conduire à l'abattoir. Parce que, voyez-vous, le vaccin n'a jamais été aussi un sujet de polémique comme c'est le cas pour le vaccin sur le Covid-19. D'abord, moi j'appelle le Covid parce que les autres vont appeler la Covid et ainsi de suite. On ne sait même pas ce que c'est. Une polémique depuis sa naissance. Ah, voilà. Donc, d'où le complot qui est parfois dirigé pratiquement contre l'Afrique, qui a montré son degré de résistance à tous les complots qu'il a toujours connus depuis l'histoire de l'humanité. Mais cette fois-là, nous voulons montrer à la face du monde que nous continuons toujours à résister. Le vaccin, malheureusement, notre gouvernement, le régime voudrait nous lâcher. Le vaccin, c'est un choix pour tout un chacun. Mais dire qu'il sera une obligation, parce que le football aujourd'hui est devenu une religion pour nous. Pour accéder, pour aller voir son match de football, il faut obligatoirement se vacciner ou alors présenter un texte. On peut dire que tout est accompli pour le moment. Monsieur le maire, de facultatif à presque obligation, c'est vers ça qu'on s'achemine là. Parce qu'on sait quand même que les Camerounais adorent le football. On sait que tous ceux qui feront le déplacement du Cameroun pour cette compétition, c'est parce qu'ils aiment bien le football. Mettre cette exigence pour avoir l'accès au stade, c'est une façon de rendre obligatoire finalement le vaccin. Permettez-moi, Madame Guisselé, d'être... donc on me trouvait un peu dur vis-à-vis du régime. Mais je crois que c'est comme ça que les choses devraient être perçues. Le Covid-19 est un problème de santé publique. Et les politiques publiques sont définies par l'État. Donc, rendre le vaccin obligatoire, et je crois que l'État est dans son rôle. Mais choisir des méthodes et des moyens qui n'honorent pas le Cameroun,
et qui cache mal la mauvaise intention des uns et des autres. Je crois que l'État n'avait pas besoin d'attendre l'organisation de la CAN pour rendre le vaccin obligatoire. Parce que c'est un problème de santé publique. À travers cette décision, je crois que le président Biya, puisqu'il s'agit de lui, qui est quand même le patron, vient de démontrer une fois de plus son désamour pour le pays qu'il a gouverné pendant 40 ans. Voyez-vous, après les crises que nous connaissons aujourd'hui, dans le Nozo, dans les Séléka à l'Est, Boko Haram, et aujourd'hui, des peuples qui se dressent les uns contre les autres, Arabes, Choua, Mousgoum. Ouais. Tout ça est arrivé sous le président Biya. Pourtant, en 1982, nous a-t-on dit qu'il avait hérité d'un Cameroun paisible et d'un Cameroun prospère. Quand on pense que sur 100 sociétés d'État qui étaient opérationnelles au moment où il est arrivé au pouvoir, les 100 sociétés ont mis la clé sous le paillasson. Vous voyez que je crois que il fallait arriver à ce que nous vivons là pour avoir la preuve par neuf que le président n'a jamais aimé le Cameroun. Parce que nous sommes gravement endettés. Endettés pour organiser cette CAN. Et l'organisation de cette CAN faisait la fierté de tous les Camerounais. Et aujourd'hui, nous avons la CAN, mais à quel prix? Je suppose que vous êtes au courant que les droits de retransmission de télé de la CAN, ce n'est pas le Cameroun qui ont été retirés à la CRTV. Ont été retirés à la CRTV. Pourtant, c'est un domaine dans lequel le Cameroun aurait pu commencer à récupérer de l'argent pour payer cette dette qui a hypothéqué l'avenir de nos arrière-petits-enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, on vient nous dire aujourd'hui que pour accéder au stade, c'est-à-dire que tout le monde sait que les pays qui organisent des événements comme la CAN, comme la Coupe du Monde, récupèrent leur investissement, ne serait-ce que par les entrées au stade. Ouais. Et on nous dit que si on n'est pas vacciné, on ne peut pas avoir accès au stade. Ça peut aussi être une mesure préventive quand on regarde les morts dans le monde, peut-être. Non, une mesure préventive. La Ligue des champions se joue en Europe, en plein Covid. Les stades sont pleins. Alors, vous n'allez pas nous faire croire que c'est quand il s'agit de la CAN où quelques footballeurs viendront qui représentent même pas 0,0099% de la population qu'ils vont ramener le Covid en Europe. Pourtant, la Ligue des champions se joue, les championnats se jouent là-bas. Non, c'est pour vous dire que accepter une forfaiture aussi inacceptable, vraiment, relève d'un désamour, d'un désintéressement de la République pour qu'on gère. Et, bon, peut-être que le calcul économique fait, parce que si les gens ne vont pas au stade, pour permettre à l'État d'encaisser de l'argent, pour commencer à rembourser les 1000 milliards que ses amis et sa famille se sont partagés. Vous savez que l'organisation de la CAN, la CAN va se dérouler avec
un pincement au cœur à l'endroit de tous les Camerounais. Et qui sont ceux qui ont commis ces forfaitures? On nous dit que ce sont ses amis, que certains membres de sa famille ont pourvu à des marchés qui n'ont même pas été exécutés, qu'ils ont fait de la surfacturation, qu'ils ont fait tout le désordre. Mais on en est là. Bon, peut-être que les bars seront pleins. Si les gens ne peuvent pas aller voir le match au stade, les gens iront voir le match dans les bars. Mais toujours est-il que l'industrie brassicole n'appartient pas au Cameroun. C'est-à-dire que le calcul économique profite toujours à l'étranger. Ce n'est pas les brasseries du Cameroun, n'appartiennent pas à l'État du Cameroun. On sait bien qui est derrière. Bon, peut-être que on a peut-être Kadji les propriétaires de bars comme moi allons nous faire un peu de beurre par rapport à cette mesure. Mais je dis que c'est gravement indécent d'accepter. J'aurais été le conseiller du président parce que nous avons déjà suffisamment rampé pour arriver à l'organisation de cette CAN qui a été héréditée et retirée au Cameroun, qui a été qui a glissé une fois et qui était sur le point de glisser. De reglisser. De toutes les façons, il est évident que le Cameroun n'est pas prêt pour l'organisation de cette CAN. Parce qu'une CAN, ce n'est seulement pas les stades de foot. C'est un grand package des infrastructures routières. Vous avez vu les routes, l'autoroute Yaoundé-Simalen qui a commencé il y a 10 ans. Vous avez vu dans quel état? C'est-à-dire que, et je ne comprends pas pourquoi le président s'entête à garder autour de lui des gens qui ont multiplié des actions pour que son honneur soit traîné dans la gadoue. Et c'est avec eux qu'il continue à faire. Bon, peut-être qu'il nous réserve la surprise, puisque le Cameroun n'est pas prêt hein, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous avez vu les infrastructures routières, vous avez vu les infrastructures hospitalières, les infrastructures hôtelières et toute autre chose. Le Cameroun n'est pas prêt. Et encore moins l'équipe nationale qui n'a pas un pays où il n'y a pas de championnat de foot. Un pays qui a choisi d'élire le président de l'Africa-Foot à quelques jours de l'organisation de la CAN. Vous voyez que ça fait un peu amateurisme, ça fait un peu approximation, ça fait un peu désordre. Merci. Professeur Messanga Obama, qu'on le veuille ou non, puisque c'est désormais une information publique, je ne sais pas si on peut la retourner ou on peut la faire annuler, mais toujours est-il que désormais les Camerounais sont obligés de se faire vacciner s'ils veulent accéder au stade, pas seulement les Camerounais. Tous ceux qui auront envie d'aller au stade, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires des bars et snacks, comme il le disait monsieur le maire. Eux peut-être ils nous demandent pas les patchs santé à l'entrée des bars et des snacks. Je crois que peut-être c'est là où tous les Camerounais vont suivre la CAN à cette année. Bien, j'allais dire, je crois que vous avez relevé au début que ce passe, comme c'est le mot qui a été, comme nous savons récupérer les autres, comporte deux aspects. Il y a l'aspect vaccination et l'aspect test. Jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas un grand changement, sauf que c'est appliqué à une situation particulière qui est la compétition. Alors, personnellement, je n'y vois pas de gros problème en soi. Je ne vois pas de gros problème en soi. Pourquoi? Parce que, il s'agit d'une compétition internationale qui engage aussi bien les Camerounais que les délégations étrangères qui vont arriver et que
c'est aussi une sorte de, comment est-ce que je voulais dire, de quitus qu'on donne, enfin du moins, de... Mesures préventives? Oui, au-delà de la mesure préventive, une sorte de gage qu'on donne aux pays étrangers qui envoient leurs délégations, que nous prenons des mesures pour protéger ces délégations. Bon, en soi, je dis que ce n'est pas mauvais. Et, personnellement, je n'aurais pas grand-chose par rapport au principe. Deuxième aspect maintenant, ce qu'il s'agit maintenant en termes de politique interne, de mesures qui auraient aussi, qu'on peut suspecter de participer, je dirais pas blanchiment, mais une sorte de lavage de ce qu'on connaît par rapport à la gestion des fonds Covid. Il faut quand même montrer qu'on fait quelque chose parce que la polémique interne n'est pas encore totalement éteinte, n'est pas totalement étouffée. Et certes, c'est une polémique interne, mais elle a aussi des aspects extérieurs parce que la plupart de ces fonds sont de provenance extérieure, aussi bien en termes de dons, en termes d'aide qu'en termes de financement que nous avons reçus de l'extérieur et qui n'ont pas fait bonne image par rapport à ces bailleurs de fonds. Donc, il y a une mesure qui devra être médiatisée par rapport à la lutte contre le Covid pour montrer qu'il y a effectivement la lutte contre le Covid-19. Moi, comme maître Hassane, je dis le Covid-19. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il s'agit de voir. Maintenant, quant à la compétition elle-même, bon, tant qu'on n'a pas dit qu'il y aura un pass sanitaire, si on se met devant son écran de télévision, je crois que ça reste une alternative. Ça reste effectivement une alternative. Ceux qui vont choisir d'aller au stade devaient déjà faire face à beaucoup de problèmes. Je crois que ça va permettre maintenant de gérer plus sereinement la circulation de ces côtés-là, parce que beaucoup vont se retenir simplement par soit peur du vaccin, soit peur du test lui-même, parce que jusqu'aujourd'hui... Qui est assez dérangeant quand même, ce test, personnellement. Nous sommes sur une recherche là, la réponse africaine au Covid-19 justement, et on voit qu'il y a beaucoup, les sondages effectués montrent que beaucoup hésitent même à faire des tests. Donc, ça veut dire que même le test n'est pas totalement accepté par toute la population camerounaise. Donc, une frange de la population pourrait ne pas aller au stade juste par peur, soit du vaccin, soit du test. Et je dis globalement, de telles peurs peuvent permettre de décongestionner l'affluence potentielle qu'on pouvait imaginer par rapport à ces stades et qui posait le problème que Saint-Éloi évoquait tout à l'heure, le problème même de la circulation intra-urbaine. Vous savez que c'est déjà le cas actuellement. Il est presque impossible de circuler. J'ai été dans les embouteillages hier de 21h à quasiment 1h du matin pour quitter juste ici à côté du Bicoque jusqu'à... Même un dimanche, à mi-journée comme maintenant, on suppose que les gens sont à l'intérieur des chapelles quand ils ne sont pas rentrés, pour ceux qui sont allés à la messe très tôt le matin. Mais ça bouchonne toujours dans les rues. Donc, je me dis, ça pourrait aussi être une mesure permettant de mieux gérer la circulation pendant la CAN. Est-ce qu'on ne peut pas également voir derrière cette envie d'obligation de vaccin une réponse aux clubs étrangers qui menacent de ne pas envoyer leurs joueurs parce qu'ils ont leur coupe qui se déroule en dernière semaine de la CAN et que le prétexte utilisé aujourd'hui pour ne pas les laisser les libérer, c'est justement le Covid-19. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour le Cameroun de répondre à cette tentative de déstabiliser la compétition? Oui, c'est ce que j'ai abordé quand j'ai parlé de compétition internationale, c'est-à-dire autant les délégations en termes de délégations officiellement qu'en termes des joueurs qui vont être mobilisés des pays étrangers, que ce soit de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie, qui viendront et qui donneraient une sorte de garantie que les mesures sanitaires étaient sérieuses pour que il n'est pas à douter de leurs joueurs. D'ailleurs, même sur cet aspect, ça n'empêche que les gens, à leur retour, subissent encore des tests en dépit même du vaccin. Bon, il y a un autre aspect qu'on n'a peut-être pas suffisamment
mis en exergue. C'est que nous avons une politique assez intéressante, c'est que lorsque les choses nous arrangent, nous avançons la pression extérieure. Bon, quand elle ne nous arrange pas, nous condamnons avec véhémence, on va même plus loin, on insulte même les pays étrangers qui n'osent pas penser comme nous ou qui n'osent pas agir comme nous le souhaitons. Bon, ici, on va évoquer cette pression internationale sur la vaccination. Partout, on vaccine. Il y a des pressions certainement sur les gouvernements pour faire vacciner les populations. Ouais. Les dons de vaccins qui sont faits à travers le monde en faveur de l'Afrique sont une forme de pression publique parce que là, quand un pays vous offre des vaccins, c'est pas pour les jeter, c'est pour vacciner effectivement. Donc il y a cette pression-là aussi qui fait que si on a reçu, il faut montrer qu'on fait ce qu'on attend de ce don-là. Bon, le Cameroun a reçu des vaccins des pays étrangers, appelez-les amis. Il faut bien les utiliser. Il faut bien les utiliser. Il faut montrer qu'on les utilise. Il faut montrer qu'on les utilise parce que ça poserait un autre problème. Si vous ne les utilisez pas, qu'est-ce que vous en faites? Vous savez, avec tout ce qui s'est dit, il n'est pas impossible qu'un jour de mauvaise langue prétendent que ces vaccins traversent encore les frontières du Cameroun pour être ventilés ailleurs. Bon, mais donc il faut montrer que nous vaccinons les Camerounais avec les vaccins reçus et que la pression internationale ne s'exerce pas sur ceux qui peuvent éventuellement beaucoup voyager vers l'extérieur. Parce que vous savez, quand ça ne va pas entre les pays, quand on dit les sanctions contre le pays, c'est d'abord les acteurs politiques majeurs. C'est pas le pays en lui-même reçoit des pressions quand c'est à un autre niveau. Mais sinon, on commence toujours par sanctionner les individus. Il ne faut donc pas que certains individus n'aient plus le loisir de traverser les frontières quand ils s'ennuient au pays pour cause de non-application des mesures internationales portant sur la vaccination. Alors, oui, monsieur le maire. J'espère que vous êtes au courant que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la menace de glissade de la CAN continue à peser sur le Cameroun. Et sous la menace, le Cameroun a accepté, même l'inacceptable, ce n'est un secret pour personne, que cette CAN aurait dû se jouer au Qatar à titre d'expérimentation de l'organisation de la Coupe du Monde en 2022. Donc, et le Cameroun s'est retrouvé dans une situation où il fallait accepter tout et n'importe quoi pour organiser sa CAN. Et je dis que le vaccin, les politiques le savent, ça ne fait pas l'unanimité au niveau de l'opinion publique. Les Camerounais ne sont pas d'accord avec le vaccin. Il aurait donc fallu que les dirigeants, je vous dis, acceptent même le glissement au lieu d'accepter d'organiser une opération qui normalement est rentable, coûteuse, à fond perdu. Mais vous savez que beaucoup de Camerounais aussi, mine de rien, aimeraient bien vivre cet événement. Non, donc peut-être ça valait aussi le sacrifice quelque part. Non, je vous dis que le Cameroun a déjà perdu l'essentiel, les droits de retransmission. Et maintenant, l'entrée, les matchs vont se jouer. Il n'y aura personne au stade. Il n'y a pas le nombre de Camerounais vaccinés ne peut pas remplir un stade. Mais nous avons quand même accepté, sous pression, d'organiser cette CAN.
qui permettra certainement, bon, si le Cameroun est éliminé, je crois que le président a une occasion en or de rebondir politiquement, puisqu'il est déclaré mort politiquement. Hein? Il aura donc l'occasion de rebondir en sévissant, y compris vis-à-vis de ses proches collaborateurs, vis-à-vis de sa famille qui est impliquée dans les scandales de la CAN. Le président pourra rebondir. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'ai dit que la CAN était une opération d'orgueil, de fierté pour tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais. Mais maintenant que les Camerounais ne peuvent pas prendre part à la CAN comme acteurs, je crois que les choses sont à revoir. Et il va donc falloir que, bon, vous savez, hein, le peuple a besoin des jeux. Quand le peuple veut les jeux, donnez-lui les jeux. Quand le peuple veut du vin, donnez-lui du vin. Quand le peuple voudra du sang, il faudrait également lui donner du sang. Maître, 24 équipes au Cameroun très prochainement, beaucoup de controverses autour de l'organisation de cet événement qui danse un peu la danse Bafia. Un temps on est serein, voilà, tout est en place. 2 jours après, il y a l'épée de Damoclès sur notre tête pour une ou une autre raison. La dernière en date, dans cette sécurité sanitaire, il faut faire montrer patte blanche aux yeux du monde que nous sommes capables. Est-ce que nos résultats que nous avons eus dans le contrôle de la pandémie au Cameroun ne devraient pas en principe suffire pour leur montrer qu'il y a plus de morts de l'autre côté qu'ici et que c'est nous qui devions en fait nous inquiéter de leur venue à l'intérieur du pays que d'amener les uns et les autres à juger que c'est ici qu'il faut être trop sécurisé pour eux qui sont en train de venir finalement? En principe, en réalité, c'est ça. Vous touchez le cœur du problème, le nœud du problème, parce que, Madame Guessele, nous avons l'impression que c'est plutôt le peuple camerounais et les populations camerounaises qui sont en danger. Parce que jusqu'ici, le gouvernement n'a pas montré, n'a pas donné des garanties qui permettront à ces populations d'être sereines par rapport au flux des étrangers que nous recevrons à partir de la semaine prochaine. Nous avons comme l'impression que la petite trouvaille qui consistait à dire que le vaccin, il faut se vacciner, règle tout le problème. Mais malheureusement, les résultats ont prouvé, d'ailleurs l'expérience et les cas ont prouvé que le vaccin ne garantit rien. Plusieurs personnes vaccinées sont décédées. Des connaissances, des gens vaccinés avec plusieurs doses sont décédés à cause de cette prétendue Covid-19. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est le vaccin en ce moment-là? Donc, peut-être le texte, mais la confusion qui consiste à dire et le texte et le vaccin avant d'arriver à... Parce que on demande de faire un choix. Si tu ne veux pas te faire vacciner, tu n'as qu'à te faire tester. Sache que tu vas seulement répéter l'opération plusieurs fois pendant la compétition, parce que c'est 72 heures, si je ne me trompe, le laps de temps donné pour ceux qui joueront avec le test. Voilà. Par contre, le vaccin, une fois qu'on est vacciné, même comme on dit qu'on attrape toujours la maladie. Et c'est pourquoi j'ai apprécié l'intervention de M. le maire pour dire que vérifier les nombres de vaccinés que nous avons et le nombre de, comment je dirais, des fans du football. Vous allez comprendre que cette condition seule dit déjà que les stades seront vides. Combien de gens sont vaccinés? Combien de gens vont même au stade? Parce que ce n'est pas la compétition, ce n'est pas le fait aujourd'hui, tu peux rester sur place, tu regardes le match. Alors, dès qu'on met ces mesures, on voudrait dire au peuple camerounais que vous êtes d'abord hors course. Vous n'êtes même pas attendu
dans votre propre compétition que vous organisez. C'est ça le danger. Et je voudrais dire que si nous regardons ce qui se passe en matière de gestion de cette pandémie, nous pensons que c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Oui, Madame Guessele, vous allez au marché, vous allez dans les lieux publics. Tous les jours, quelles sont les dispositions qui sont prises? Allez ici au marché d'Acacia, où il y a un flux de population, plus que dans les stades de football. Hein. Quelles sont les mesures qui sont prises pour protéger les populations à ces endroits? Pourquoi simplement cibler les stades? Et nous avons un problème avec cette gestion de la pandémie. Alors, on a l'impression que ces balbutiements, le gouvernement n'a même pas trouvé sa façon personnelle, propre, d'aborder la question de Covid-19. Vous avez l'impression que... Nous avons cette impression, nous avons une impression que nous subissons simplement un diktat de l'extérieur. Nous avons l'impression, en ce qui concerne l'organisation de cette compétition, que nous subissons le diktat et de la CAF et de la FIFA. Ils auraient pu faire quoi? Dire que, bon, on te donne un peu de... Je prends quel médicament même que nous consommons ici, d'un Goulbetara à l'entrée de chaque stade, une dose pour tous les gens qui voudraient y aller. Je pense que ça aurait été un style made in Cameroun. Par exemple, c'est pour ça que j'ai dit on aurait au moins une opération économiquement rentable pour le Cameroun. Voilà. Bien sûr. Et je voudrais vous dire, Madame Guissele, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui. Je suppose que vous avez l'information. C'est que la mafia a déjà mis sur le marché des cartes des carnets de vaccination. Et ils ont un coût. Vous connaissez le prix? Le prix est déjà connu. Ça signifie que les stades seront pleins. Mais sauf que, et vous savez, c'est pendant les crises qu'on s'enrichit. Le masque chirurgical, quand le Covid est arrivé, le paquet de sang qui est vendu à 1000 francs aujourd'hui coûtait 15 000. Oui. Oui. Les médecins même n'arrivaient pas, les chirurgiens n'arrivaient plus à se trouver les masques. Et c'est comme ça que les gens sont enrichis. Aujourd'hui, on nous dit que pour accéder au stade, il faut avoir un carnet de vaccination datant de 72 heures. Mais les Camerounais sont assez intelligents. L'intelligence est mise au service du mal. Les carnets circulent déjà. Ça signifie que les stades seront pleins. Mais les vaccins n'auront pas été écoulés. Les vaccins n'auront pas eu lieu. Ça signifie que le nombre de Camerounais vaccinés, non seulement nous n'avons pas atteint le 10e de la masse critique, mais nous atteindrons sur les papiers la masse critique, avec les faux carnets. Et vous allez voir, après la CAN, les choses vont encore se compliquer parce que les gens vont mourir à l'appel. Mais oui, j'allais dire que la CAN est aujourd'hui un enjeu politique et ce qui se passe participe de la communication politique, essentiellement. Ce n'est même plus véritablement le plaisir des spectateurs camerounais ou des footballeurs camerounais en tant que tels. C'est un enjeu politique majeur aujourd'hui. Parce que vous savez que de l'issue de cette CAN dépendront beaucoup, je crois Saint-Éloi Bidouin a abordé même un de ces aspects, dépendront beaucoup de choses dans l'avenir politique du Cameroun. Donc, si c'est les stades seront pleins. J'en ai la conviction. Les stades seront pleins et ça participera, ça participera justement de la communication d'après CAN. La CAN aura été la meilleure des CAN du monde.
parce que la CAN est africaine, mais ce sera la CAN du monde. Donc, et qui aura eu le plein succès sur tous les aspects. Les matchs auront eu lieu, les stades seront pleins, et les gens auront été vaccinés. Donc on aura fait vraiment carton plein. Les gens n'auront pas été vaccinés. Non, les gens auront été vaccinés. Des titres de vaccination. C'est vous qui le dites, mais j'ai dit les gens auront été vaccinés. Bon, voilà dans la communication politique les aspects qui vont être mis en exergue. Bien, alors, tout à l'heure on a dit, est-ce qu'il y a une action endogène dans la réponse Covid? Oui, il y a une réponse endogène. Sauf que comme elle était une réponse populaire, elle n'a pas mobilisé l'action politique. Il faut maintenant donner une action politique. Dire que les gens se sont débrouillés pour se soigner, pour se prémunir de Covid, ne rend pas la gloire à qui mérite la gloire. Vous savez, c'est l'acteur politique qui mérite la gloire. Mais donc, pensez qu'au Cameroun, les gens ont géré la crise de Covid-19 par leur décoction dans les familles, par les Ngouloubetare, tout le reste là. C'est dénier le génie politique des dirigeants qui, eux, doivent seuls être glorifiés quand il y a succès. Donc, quand il y a donc ce que nous voyons aujourd'hui, on peut jouer maintenant avec le reste. On sait que la population jusqu'à aujourd'hui a résisté. Bon, ok, qu'il y ait des vaccins, de vrais ou de faux, mais l'essentiel est que cette population se tienne. Et comme elle se tiendra, ce sera donc le génie de l'homme politique qui aura su prendre de bonnes mesures à temps et au bon moment et à sauver donc la population. Sinon, de toutes les manières, à la fin donc, on aura un Cameroun qui aura gagné son pari de l'organisation de la CAN, un Cameroun qui aura pris les bonnes mesures au bon moment pour vacciner, protéger les délégations étrangères, protéger les citoyens qui se seraient rendus au stade et qui a donc tout le mérite de rester... D'avoir des bons gouvernants. Voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc voir comment est-ce que ça se structure maintenant parce que autant la CAN, en termes d'organisation, pas seulement les stades, je crois que dans ce plateau on l'a dit, le cahier de charge ne prévoyait pas uniquement les stades. Encore qu'aujourd'hui nous parlons de stades, nous on a financé les complexes sportifs à gauche et à droite, mais même si le débat revient seulement au stade et à l'infrastructure d'hébergement, vous avez dit, je crois que le Premier ministre a dû faire un déplacement à Douala pour inaugurer un hôtel 5 étoiles, d'après ce que j'ai lu. Oui, bien sûr, bien sûr. Preuve que le volet hôtelier répond aux normes internationales, aux normes, au-delà même des normes de la CAN. L'hôtel de 5 étoiles. Bon, alors on aura des hôtels, on aura eu des hôtels. Alors j'ai suivi dans un débat quelqu'un qui disait qu'ils ont un hôtel quelque part, soit en Bankomo, qui est l'un des meilleurs, enfin du moins un très grand hôtel qui n'a même pas été classé, pour dire que il y a beaucoup d'hôtels. Voilà, donc vous comprenez que ça c'est... Donc on aura répondu. Le problème de circulation, c'est un problème... donc quand les gens sont en difficulté, si les délégations étrangères sont en difficulté, ça ne va pas rester figé en image quelque part. Non, on va simplement dire que ça s'est passé, tout s'est bien passé et la CAN aura été un succès que personne au monde n'aura réussi dans aucun autre pays du monde. C'est méchant. Bon, donc, c'est pas méchant, mais c'est pas méchant. C'est ça le génie. C'est ça le génie. Donc, à la fin, vous voyez cet enjeu. Une belle caricature que vous faites, professeur Messanga Obama, mais qui s'avère être malheureusement la réalité. Mais je vous dis que c'est de ça qu'il s'agit en politique. Vous croyez qu'en politique, on résout quel problème? En politique, on ne résout pas les problèmes. Donc, voilà, en fait, on est déjà prêt au discours d'après-CAN. On se prépare au discours d'après-CAN et tout le monde peut déjà imaginer ce que ça va être. On va dire, on a connu l'une des CAN jamais organisées dans l'histoire du continent africain. Non, dans le monde entier. À venir. Non, ça relève un peu de ce que j'ai appelé la méchanceté du président. Il faut le dire. Parce que au moment où le Cameroun vient organiser la CAN, est-ce que le Cameroun avait vraiment besoin de ça? C'est ça le problème. Au moment où on vient
construire des infrastructures de troisième génération. Est-ce que le Cameroun avait besoin de ça? Tout est passé dans l'ego. Une opération politique personnelle du président de la République. Nous n'avions pas besoin de ça. Et maintenant que nous avons accepté de nous engager sur cette voie. Est-ce que c'est ce que nous avons demandé? Nous avons eu ce que nous avons. Est-ce que c'est ce que nous avons prévu? Combien de fois vous avez eu ce que vous avez prévu? C'est pour dire que la CAN, c'est l'investissement manifeste du désamour. Justement, je voudrais dire à Sainte-Éloi que c'est quand il y a manifestation de ce désamour, quand il y a manifestation du mécontentement, qu'on donne le jeu à ceux qui manifestent, qu'on donne la boisson à ceux qui manifestent le désamour. Sinon, quand les gens sont satisfaits, non, on ne leur donne pas le jeu, on ne leur donne pas la boisson. Donc, comprenez donc que cela participe d'une organisation, d'une gestion, d'une pensée. Donc, et vous voyez, les choses ont été faites, et je vous dis, un truc comme la FECAFOOT, ce que nous avons vécu à la FECAFOOT l'autre jour. La FECAFOOT aura servi tout simplement d'expérimentation pour la succession du président Biya. Et il s'y est employé pour atteindre des résultats. La FECAFOOT ne va pas depuis 20 ans. Ça ne va pas. Les Camerounais ont beau crier, le président il s'en fout. Et quand il a voulu mettre de l'ordre à la FECAFOOT, son heure, l'heure du président, le temps du président, l'ordre est revenu à la FECAFOOT. Et le président n'avait pas les mêmes préoccupations que nous les Camerounais. Nous, on voulait voir la FECAFOOT fonctionner, un championnat de football organisé, et truc. Le président n'avait pas ce genre de préoccupations. Le président était préoccupé par sa succession, son avenir comme quoi tout est déjà bien organisé. Donc, vous pouvez regarder. Le président a voulu tester le bulletin unique que l'opposition réclame à corps et à cri. Pendant longtemps, c'est resté lettre morte. Mais le président a décidé que pour la FECAFOOT, nous allons expérimenter le bulletin unique. Ça lui a permis de voir quoi? Ça lui a permis de voir comment sa succession peut se dérouler en cas de bulletin unique. Le président a voulu tester son idée de transition générationnelle. On a opposé un croulant à un vital. Il est si croulant que ça. Et vous avez vu, en tout cas, ça peut paraître comme de la caricature, mais c'est ça la réalité. Et les Camerounais ont tranché pour le débat sur la transition générationnelle. Et ça permet au président de voir quoi? Voilà son fils qui aujourd'hui organise une réunion pour la préparation de sa candidature à l'élection. Ça peut aussi être avec le bulletin unique. Qui pourra battre son fils? Cabral Libi. Non, Cabral Libi. Maître. Oui, madame. Vous savez bien que Cabral Libi, c'est une pure fabrication du RDPC et il a été fabriqué, conçu, pensé pour la préparation de la candidature de Franck Biya. Ne soyez pas surpris d'entendre dans les jours qui viennent Cabral Libi dire qu'il soutient
la candidature de Franck Biya. Ça a été préparé en laboratoire depuis. Dans tous les cas, je vous laisse responsable de vos propos, mais ce qui est sûr, c'est que vous déniez le génie au Camerounais en l'affirmant. Vous venez de dénier le génie à M. Chilik, un célèbre magistrat, celui qui a imposé le bulletin unique à la FECAFOOT. Vous dites que vous mettez ça sur la responsabilité du président de la République. C'est pour dire que en réalité, vous gardez quand même aussi vos réflexes dans ces RDV. Vous pensez que le choix du juge Chilik, n'était pas hasardeux. Vous savez que le juge Chilik a perdu son poste à Yaoundé à cause d'un procès où il s'est affirmé comme magistrat indépendant. Vous savez que c'est le juge Chilik qui a libéré M. Atangnamabara. On lui a servi un mandat d'arrêt le soir. Un autre mandat d'arrêt le soir. Ce magistrat intègre et libre. Et libre qui a... Le juge Chilik était le mieux indiqué pour l'expérimentation du bulletin unique. Dans tous les cas, mais sachez que entre Franck Biya et Cabral Libye, il n'y a pas match. Cabral Libye va remporter l'élection présidentielle en 2025. Nous sommes en train de travailler pour ça. Madame Guessele. Il sera partenaire. Dans les jours qui viennent, vous allez voir. Ok. Nous souhaitons que Franck Biya appelle le peuple camerounais à voter Cabral Libye. Et ça sera une très bonne chose pour lui. Parce qu'il ne peut pas gagner l'élection au Cameroun. Il n'a d'ailleurs pas de parti politique. Il n'est pas militant d'un parti politique. Nous voyons les On a des candidats indépendants aussi au Cameroun. Ok. Pour le moment, ce sont les partis politiques qui investissent. Et ce sont les machines. Et le PCRN est une machine déjà qui est préparée et prête à gagner l'élection en 2025. Nous allons le prouver. Madame Guessele, monsieur Saint-Éloi a dit quelque chose de fondamental, c'est-à-dire pourquoi on s'intéresse à ce moment-ci à l'organisation de la CAN, alors que le Camerounais a des vrais problèmes pour sa survie et son existence. C'est là où nous sommes tout à fait d'accord, cher aîné. Et je voudrais vous inviter à faire le parcours, à entrer à Yaoundé à partir de février ou mars 2022. Vous allez voir qu'il n'y a pas de circulation. Il n'y a rien eu en dehors des stades. Il n'y a rien eu au Cameroun comme investissement. Donc le Cameroun va reculer de plusieurs décennies en arrière. Que nous serviront les infrastructures, que nous servira cet argent englouti, ces importantes sommes englouties. C'est là le véritable problème. C'est à ce niveau que je suis d'accord avec l'aîné que à ce moment-là, le président de la République est en train de faire une très mauvaise sortie de piste. Si c'est la CAN qu'il a choisi organiser à sa sortie, je crois que ce n'était pas un très bon choix. On va faire parler quelques personnes en attendant donc les dernières minutes accordées les uns et les autres qui comprennent que désormais il y a les carnets. C'est combien les carnets de vaccination? 100 000. 100 000. Ça se vend où? De toutes les façons, moi j'ai entendu parler des réseaux un peu plus moins chers que 100 000. Hein. Voilà. Donc, c'est sûr. C'est qu'on aura du monde au stade. La FECAFOOT, c'est un marché où il n'y a rien à vendre, mais où tout s'achète. Salut, la vaccination sera sucrée au Cameroun également. Et nous nous y préparons. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est un téléspectateur qui peut-être vous rejoint d'une certaine manière en disant que l'argent va circuler. Celui-ci il dit bonjour, merci pour tout. Nous on est déjà prêts, maintenant on les écoute seulement parler de leur vaccin là. Je crois que ça rejoint en gros ce que vous dites. Je crois que le réseau, il est lancé au Cameroun. Hein. Mine de rien, j'adore ce pays. Il n'y a rien qui dépasse, qui surprend ou qui étonne. C'est vraiment un pays particulier. Je n'aurais pas souhaité naître ailleurs qu'au Cameroun, franchement. Bonjour à vous, Rosalie, et bonjour au panel. Demandez à ceux qui iront au stade de se vacciner ou alors d'avoir un test négatif au Covid me semble très logique. Je ne vois pas où est le problème, sauf si M. Saint-Éloi
Benoît Bidou voudrait que des gens contaminés aillent contaminer les autres tout simplement parce qu'il doit y avoir un retour sur investissement. Je trouve ce discours dangereux. Les Camerounais doivent faire leurs tests pour être sûrs qu'ils ne sont pas un danger pour les autres avant de se rendre au stade. Par ailleurs, il est attendu au Cameroun entre le 9 et le 10 février, 1 million de visiteurs pour cette compétition planétaire. Cela est une grosse niche de revenus touristiques et autres qui fera des rentrées en termes de centaines de milliards. La CATV a l'exclusivité de la production du signal, à ne pas confondre avec la vente du signal, confiée à Beansport. Cette production du signal fera des entrées énormes, ainsi les droits publicitaires y afférents. En revanche, il faut dénoncer cette campagne de sabotage des médias mainstream et des clubs européens qui ont certainement peur pour l'euro quand on voit la dimension que prend la CAN au Cameroun. C'est M. Simon Métiengui du RDPC qui réagit ce matin. Bonjour le panel, le vaccin anti-Covid-19 en ce jour est-il fiable? Si oui, pourquoi tant de polémiques? À qui profite finalement cette vaccination? C'est M. Mouelé qui pose la question depuis Douala. Bonjour le plateau, Madame Guesselé. Nous, on va voir les matchs à la télé. On nous impose des faux vaccins. Pourtant, le vrai vaccin n'a pas empêché le Premier ministre français de contracter la maladie. Où va-t-on? Herman depuis Odia. Maintenant, ce sont les malades qui mettent la pression aux bien portants. Vraiment, c'est extraordinaire. Autre réaction enregistrée ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Je suis désolé, monsieur Bidon, comment pouvez-vous dire n'importe quoi, que c'est le président Paul Biya qui a demandé à la FECAFOOT d'expérimenter le bulletin unique? Un peu de sérieux pour quelqu'un comme vous qui aspirez à diriger ce pays. C'est Georges qui écrit. Bonjour madame, décidément cette affaire de CAN devient de plus en plus impertinente pour nous les Camerounais. Jamais un pays n'a été autant humilié que le Cameroun par une minuscule institution comme la CAF. Notre pays a déjà totalement été traîné dans la boue. Il a déjà subi toutes les humiliations inimaginables. Aujourd'hui, on retire à la CATV le droit de production du signal et par suite, on veut imposer le vaccin au Cameroun. Mais finalement, que va nous apporter la CAN au juste? Le gouvernement cède trop aux caprices de cette institution et c'est pas bien pour l'image de notre pays. Je pense que notre gouvernement doit défendre ses positions, même si cela entraîne un blocus. Tout est fait pour ternir l'image du Cameroun. Tout est fait pour que cette CAN laisse mauvais goût. Il est vrai que la CAF a tous les pouvoirs sur l'organisation de cette compétition, mais le Cameroun a son honneur à préserver, quitte à laisser filer cette CAN qui, à mon humble avis, est inutile pour les Camerounais en ce moment. C'est M. Atangana qui nous écrit. Madame Guesselé, bonjour. Asia, bon, je suppose qu'il parle pour le décès de ma maman, survenu jeudi dernier. Je suppose c'est pourquoi il écrit, il commence par Asia. Asia avait beaucoup de... Merci beaucoup, monsieur Etoundi. Madame Guesselé, il faut dire aux représentants du PCRN que le Cameroun n'est pas une épicerie. Quels sont les états de service des Cabra Libye en matière de gouvernance publique? Le crapaud PCRN qui se prend pour un bœuf. C'est M. Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. Je vais vous permettre de réagir à ces SMS. Un peu plus d'état de service voilà. qui bien. Voilà. Au moins, ce qui est bien, c'est que vous réussissez quand même à vous retrouver, quel que soit l'âme. Ouais, encore un chantage condescendant de la manipulation sur la santé du sport. Les questions de la santé sont d'ordre personnel. Professeur, vous l'avez là. Donc, merci. Condescendant de la manipulation sur la santé du sport, les questions de la santé sont d'ordre personnel. Une autre néocolonisation sanitaire à tenir le côté populaire de la CAN. Je resterai à la maison pour mieux fuir ce venin. C'est Massok Thomas qui le dit. Quant à la communauté scientifique, ne fait rien, ne fait pas l'unanimité. Quoi de mieux me plonger dans ma kuta tum tum
Amakuta Tumtum, Simon Nobisik et une bonne rasade des urines du lion dans le resto du maire avec pour Agap une bonne chèvre accompagnée du taro à la sauce jaune miam miam. C'est Massoc. Merci. C'est Massoc Thomas qui réagit. Bonjour Saint-Éloi et le professeur Messanga sont dans la logique qu'on arrête de prendre les citoyens pour des imbéciles. Bonsoir madame, je salue les invités et particulièrement monsieur le maire. Est-ce que monsieur le maire, vous êtes sérieux là? Jeune frère, vous, pour un homme de plus de 60 ans, comme moi, je ne suis pas prophète non plus voyant, mais un danger guette le Cameroun. C'est Dieudonné Magouette qui nous écrit. Vous vouliez réagir à ces SMS? Je prends quand même un dernier, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais on manage aussi le temps. Bonjour à vous, le studio. C'est un nouveau raccourci pour les dirigeants camerounais de se remplir les poches. Ils n'attendent que la veille de la CAN pour rendre le vaccin obligatoire en dehors du football. Les Camerounais ne se protégeraient jamais contre le Covid. Ils ont toujours des cartouches des dernières secondes. Monsieur Assiéné, si tout le monde avait votre vision là, ce serait bien. Félicitations, c'est un Gilles depuis Ombessa. Vous voulez réagir à l'action. Vous dites que il demande ce qu'a fait Cabral et vous dites qu'il est quand même mieux que Paul Biya. Non, de telle manière. Je crois que Cabral a des états de service dans ce pays que personne ne peut contester. Par rapport à Franck Biya qui n'a pas d'état de service. Mais il paraîtrait qu'il est conseiller du président, sauf si je me trompe. À l'information que j'ai, c'est qu'il est l'un des conseillers du président de la République. Vous savez, les décrets qui nomment et qui défendent les hommes aux fonctions sont rendus publics. Ils sont publiés au journal officiel. Et que je sache, je n'ai jamais vu le décret portant nomination de M. Franck Biya au poste dit valeureux poste de conseiller du président. Il faut avoir de l'étoffe. Être le conseiller d'un monsieur qui sait tout, qui comprend tout, plus vite que tout le monde. Il faut avoir de l'étoffe. Bref, pour être un peu sérieux, je crois que les stades seront pleins. Les stades seront pleins, comme je vous ai dit. Les tickets de vaccination sont en circulation. Et montant officiel entre 50 et 100 000. Voilà. Donc, plus on va s'approcher de la CAN, plus le coût va un peu baisser. Va baisser. Parce qu'il y aura beaucoup de clients. Il y aura beaucoup de clients. Donc, ça fait partie des pratiques camerounaises. C'est-à-dire qu'on trouve toujours quelque chose pour essayer la loi. Et de s'en mettre plein les poches. Ne vous inquiétez pas, si on vous demande le vaccin, nous l'avons ici, vous pouvez. Mais la conséquence sera lourde parce que les statistiques en termes de contamination après. Oui, les imprimeries sont en train de fabriquer des tickets, des carnets de vaccination. Ça, c'est la chose qu'on pourra acquérir le plus facilement. Au moins, ce qui est sûr, c'est que ça apportera aussi de l'argent dans cette canne, puisque vous cherchez sécurité. Non. Vous savez... Autour de la canne. Non. Il faut pas... Je crois qu'il ne faut pas rigoler avec ça. C'est-à-dire que les Camerounais se mettent en bande organisée pour extorquer de l'argent et ça ne dérange personne. Et c'est comme ça que ça se passe. Je vous dis que le masque chirurgical qui coûte 100 francs aujourd'hui, quand le Covid est arrivé, le paquet coûtait 15 000. 15 000. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens ont eu le temps de s'enrichir. Et alors, le carnet aujourd'hui, il coûte 100 000 en back-office. D'ici le 9, le début de la CAN, et il va certainement coûter 1000 francs. Et tout le monde pourra l'acquérir. Et tout le monde ira au stade. Mais ce qui est gravement gênant, c'est que le diktat soit dicté de l'extérieur. De l'extérieur. Pendant que la Ligue des Champions se joue, vous savez,
vous pouvez imaginer le chiffre d'affaires d'un bar le jour où le Barça joue contre le Real. Parce que nous sommes tous dans les bars en train de regarder le match et la bière, ça coule à flot. Et vous imaginez donc pour l'industrie des Jean Castel, la mesure est bienvenue. Bien sûr, bien sûr. Est bienvenue parce qu'on ne demandera pas. Le malheur de certains fera toujours le bonheur des autres. Vous vouliez également réagir je voulais dire à notre téléspectateur qui demande les états de service à M. Cabral Libby qu'il ne verra aucun politicien dans ce bon monde qui a aussi le palmarès de Cabral Libby. Il faut savoir, dans ce monde. Ah d'accord. Oui, dans ce monde. Parce que vous voyez quelqu'un qui quitte. C'est pas un peu fanatique là? Ce n'est pas fanatique. C'est une réalité, c'est des faits. Et les faits sont têtus. Vous voyez quelqu'un en une seule année qui quitte, il touche un parti politique, ça devient l'or. L'univers était quoi? Cabral Libby a représenté ce parti à l'élection présidentielle. Il est devenu 3e sans alliance. Vous allez voir que M. Kamto, avec toutes les alliances, le RDPC avec toutes les alliances du monde, personne parmi ces deux partis n'a pu battre Cabral Libby. Si on veut voir le véritable homme politique à ce moment-là, c'était Cabral Libby qui était le premier, parce que les autres avaient les alliances. Le RDPC avait le groupe de 20, beaucoup d'autres partis qui l'ont soutenu. Et Kamto avait beaucoup d'autres partis qui l'ont soutenu. Cabral Libby n'avait personne. Il est sorti 3e. Donc, si on veut vraiment reconnaître le mérite, et on parle d'état de service, c'est plus que des états de service. Cabral Libby s'est présenté pour la première fois à l'élection législative. Il est devenu député en combien d'années? Bon, j'espère qu'après tu passeras à la caisse j'espère que vous n'avez pas oublié le passage de M. Grégoire Oona dans l'Union Ekele en ce qui concerne les régionales. Il n'a rien fait. C'est pour vous dire que... Oui, en ce qui vous dire que... Il est allé voir ses alliés, c'est celui qui vous permet de grimper sur un arbre qui a un gros trou. Il n'a rien fait. Je dis, M. Grégoire Oona est parti dans l'Union Ekele rencontrer les militants de l'UPC qui sont les alliés de du RDPC. Et ces alliés de l'UPC lui ont donné le résultat qu'il a. Mais pourquoi, comme M. Grégoire Oona n'est pas allé à la Mefouafamba, vous avez vu, là où Cabral Libby n'avait aucun conseiller municipal, il a eu 17 conseillers régionaux. C'est des palmarès qu'on n'a jamais atteints nulle part dans ce monde. Il faut le reconnaître. Cabral Libby reste le seul homme politique qui va faire la différence en 2025. Et 2025, c'est demain. Nous allons voir. D'accord. Professeur. Oui, moi je voudrais surtout revenir sur ceux qui ont posé le problème de l'efficacité du vaccin et même le mode de contamination. Le stade n'est pas le seul lieu de concentration de la population. Je crois que ici, c'est Maître Assene qui a évoqué même les marchés. Tous les jours de la vie dans nos marchés, les gens se frottent, les gens se côtoient, les gens sont dans des espaces réduits, mais en très très grand nombre. Ce n'est pas seulement le jour du stade que Covid-19 se contamine. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, lorsque vous parlez de l'efficacité du vaccin, on voit que l'Europe est aujourd'hui sur la 4e vague. La 4e vague avec Omicron, qui, dit-on, serait né en Afrique du Sud. En fait, c'est en Afrique du Sud qu'on a découvert le premier cas. Mais la propagation est plus forte en Europe. Région, je ne parle plus de pays cette fois-ci, l'une des régions les plus vaccinées au monde. Donc, alors, vous retrouvez toute la polémique qu'il y a entre les hommes de science. Moi, je ne peux pas trancher, je ne suis pas virologue. Mais beaucoup d'hommes de science de grande valeur estiment que ce qu'on appelle même les variants aujourd'hui parlant de Covid-19 ne sont que des réactions vaccinales. Donc, plus on vaccine, plus on a la probabilité d'avoir de nouveaux variants qui ne sont que des réactions au vaccin. Donc, ou si vous voulez, des mutations dues au vaccin. Donc, alors, on se retrouve dans des régions où on a vacciné presque tout le monde, on a estimé qu'on est à couvert, mais on se retrouve dans une expansion incontrôlable. Mais en Afrique, où on nous traite d'attardés culturels, des gens qui refusent le vaccin, mais vous voyez, les taux sont bas. Et
paradoxalement assez fort sur des personnes vaccinées. Bon, vous savez, il y a une mystique des chiffres qui fait que la réalité devient virtuelle et quelqu'un est capable de vous dire à l'instant que sur le temps de vacciner, il n'y a que tel pourcentage de morts. Mais lorsque vous, dans votre environnement, vous perdez quelqu'un qui a été vacciné, ça vous touche, ça vous choque, c'est plus réel que lorsque dans un média, on vous dit que le taux de morbidité des vaccinés est de l'ordre de soit 0,000, tous les 0,0 qu'on pourrait mettre. Donc, ce qui est constant, c'est que l'épidémie de Covid-19 aujourd'hui est plus étendue dans les pays vaccinés à outrance plus que dans les pays non vaccinés. Regardez les États-Unis. Justement, c'est ce constat qui pousse à se poser les questions quant à tout ce qui est exigé désormais autour de ça. Donc, ce n'est pas le jour du match que les gens attrapent exclusivement Covid-19, si tant est que ça se contamine de cette manière-là. Il faut dire que chaque jour au marché, chaque jour à l'église, chaque jour au deuil, on peut contracter Covid-19. Il faudrait donc qu'avant d'aller au deuil, qu'on ait notre passe sanitaire, avant d'aller à l'église, qu'on ait notre passe sanitaire. Sinon, ça rentre dans ce que j'ai appelé la communication politique, et parce que ça vise un objectif post-CAN. Ouais, donc les calculs ont été faits. Les calculs ont été faits. Comment on peut faire pour gagner de l'argent au Cameroun? On s'est également posé la question, puisque nous n'avons plus les droits de retransmission, là où l'argent vient, nous n'avons plus l'accès au stade, là où l'argent vient. Bon, nous aussi, on va essayer de fabriquer... Et là-dessus même, ça n'apporte pas de l'argent au pays, c'est-à-dire que c'est l'argent qui tourne entre Camerounais. Bon, quand on parle des droits de retransmission, par exemple, il y a des pays étrangers qui vont payer, donc ça fait une entrée d'argent dans le pays. L'argent que nous n'avions pas peut arriver. Mais l'argent que je prends à mettre à Sénéo, que je prends à Saint-Éloi-Bidou, ne se crée pas. C'est le même argent qui tourne entre les mains, c'est-à-dire c'est le même package que nous avons dans le pays. Du coup, ça donc l'action qui aurait pu être bénéfique, justement, c'est par exemple ces droits-là, les droits de retransmission, les droits de production de l'image, il faut... Bon, tout ça... C'est à ce niveau-là qu'on a le problème. Les droits de retransmission sont plus intéressants que de produire des images pour donner à quelqu'un qui lui va vendre. Je pense que d'une manière comme d'une autre... Au moins, c'est une part quand même qui nous ramène, mais même si elle est concrète. Mais en fait, et là aussi, ça a posé justement... Professeur, nous avons fait une opération foireuse. Nous sommes d'accord, nous sommes pleinement d'accord, je n'ai pas dit le contraire. Je dis seulement que dans cette opération foireuse, elle est même encore plus foireuse lorsque certains Camerounais vont prendre encore à ceux qui en ont peu à l'intérieur du pays, ça devient encore plus foireux. Donc, je n'ai pas contredit cet aspect. Je dis, même lorsqu'on perd les droits de retransmission, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, je dis, qui de la CRTV, du ministère de la Communication, où des instances supérieures emportent la responsabilité, mais c'est quand même c'est un gros échec qui est difficile à avaler. On avait véritablement compté dessus. C'est la première fois que moi je vis cela dans le milieu du sport. C'était le prix à payer pour éviter notre glissement. Où un pays organise une compétition et n'a pas les droits de retransmission de cette compétition-là. C'est historique quand même. Ça vaut la peine quand il marque un arrêt. Donc pour ceux qui remplacent par les coûts de production, pour ceux qui maîtrisent comment ça se passe à l'intérieur, l'un ne vaut franchement pas l'autre. Allez, on va poursuivre cette émission à présent en nous intéressant à cette taxe sur la tontine qui rend beaucoup de Camerounais malades, peut-être à cause de l'incompréhension ou peut-être du manque de communication autour de cet article 93 du Code général des impôts du Cameroun. Toujours est-il que pour beaucoup de Camerounais, ça peut énerver, ça peut choquer. Pour cela, je vais
démarrer avec vous. Vous êtes anthropologue, vous avez ressenti quand même le courroux des Camerounais à la suite de cette information qui aujourd'hui prend une petite connotation politique autour. Il faut dire qu'à partir du 1er janvier 2022, les associations à but non lucratif seront désormais taxées au Cameroun. Ces associations qui pour beaucoup permettent aux couches défavorisées de bénéficier quand même des financements dont ils ne peuvent pas faire face au niveau des banques classiques ou encore de pouvoir résoudre les petits problèmes au quotidien. Se sont un tout petit peu menacés avec cette décision qui vise à améliorer le plateau fiscal du Cameroun, apporter un peu plus à l'intérieur des caisses du pays, mais qui apparemment touche au cœur même d'un processus de vie très africain qui a réussi à rester hors du chemin classique pendant de nombreuses années. Oui, merci Rosalie. J'ai lu un peu le texte abordant cette question. Il faut dire que il y a des spécialistes du domaine, il y a des fiscalistes qui comprennent nettement mieux que moi. Mais comme communicateur, je vais m'arrêter au premier niveau de la lecture de ce que j'ai pu voir. Comme tous les Camerounais d'ailleurs, je vous rassure qu'ils ne sont pas tous fiscalistes. Oui, donc, mais ils seront taxés. Les fiscalistes non, vont réagir. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de l'incompréhension que de la nouveauté choquante. Tel que j'ai lu le texte, parce que lorsqu'on a dit globalement tontine, tout le monde voit le genre de tontine dans lequel il se trouve. Il y a tout simplement ce qu'on appelle le Ndjangi. Nous sommes peut-être 5 ici. Puisqu'aucune précision n'ayant été donnée dans le document. Le document précise. Le document précise. Pour les tontines qui se limitent simplement à la collecte et à la redistribution sans intérêt. Dans le document, oui, parce que j'ai le même document bon, peut-être. Pas cette partie. Alors, attendez, si vous permettez. Oui. On a dit, bon, organiser association, bon, en rappelant d'ailleurs que l'Intontine, c'est une association. Lorsqu'une association donnée tontine achète des biens, bon là, vous voyez qu'on dit, il y a des tontines qui achètent de l'argent, qui placent de l'argent qui est contre intérêt. Elles sont différentes de celles qui collectent simplement et redistribuent, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Ndjangi globalement. Mais les tontines sont de différentes tailles, font des activités différentes. Donc, alors, celles qui tirent des bénéfices, c'est-à-dire produisent des intérêts dans la mobilisation de l'argent, doivent payer. Celles qui investissent, qui achètent, qui vendent, doivent payer sur les activités d'achat et de vente qu'elles font. C'est l'esprit de ce texte. Mais et à ce niveau... Vous dites bien, c'est l'esprit. Oui, mais c'est tel que c'est expliqué dans le texte que j'ai dit bien que ça a été expliqué. Vous avez l'article 93 où vous avez... C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. On dit, point 6. Les tontines sont-elles particulièrement visées par les nouvelles lois? Vous avez là une tontine qui se limite à collecter. Professeur Mafanga, oui. Il faut qu'on se comprenne très bien. Oui. Vous avez l'article devant vous où vous avez l'explication de l'article devant vous. Vérifiez très bien. Parce que régime fiscal des organisations à but non lucratif. Pas de panique, c'est une explication de l'administration fiscale. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai le test devant moi. Bien, et les détails décomposés que vous donnez n'y sont pas. C'est la raison pour laquelle je dis bien vous parler de l'esprit. Justement, je ne peux pas... Vous avez le texte. Justement, je vais vous l'envoyer. Comme fiscaliste, peut-être que vous le pouvez comprendre, mais moi, comme non-fiscaliste, je préfère prendre... non, je vais vous laisser continuer. Je voudrais juste relever une précision, justement, c'est que le test qui a été produit et qui sera utilisé avec le commun des mortels n'a pas de détails, n'a pas prévu tout ce que vous êtes en train d'expliquer pour que monsieur tout le monde, de prime abord, lorsqu'il arrive aux impôts ou lorsqu'il est en possession de ce test, qu'il sache que ma tontine est à l'écart, la tontine de l'autre est concernée, la tontine de... De manière très pratique, aujourd'hui, on sort des tests, comme vous le dites, là, pour dire non, dans le mot tontine que vous avez reçu, là, il y a maintenant les tontines et les tontines, sauf que l'article, lui, n'a pas ce genre de précision. Je pense que c'est là que vient justement la polémique qu'on a observée au Cameroun. C'est un manquement, même si je devais concéder ça, de rattraper aujourd'hui à travers ces communications. Il faudrait un génie divin à l'administration fiscale pour repérer toutes les tontines là où elles sont.
Bien, alors, Vous donc, en vous venez comprenez donc à la donc réalité si des une, gens. si une tontine ne sort pas du cadre informel pur, il est difficile de la repérer, de la taxer. Ça, ce n'est que mathématique. Donc, parce que si parlez vous de et moi... l'applicabilité, Oui, de l'applicabilité. Donc, oui. moi, je crois que ce qui fait paniquer, c'est justement parce que les gens pensent que même dans le quartier, si on fait à 3 dans notre maison, une tontine, on va nous l'appliquer. Regardez même déjà la difficulté qu'on a à appliquer la taxe foncière, à faire payer la taxe foncière. Mais combien de fois les tontines qui relèvent du secteur informel des associations. Donc, pour que vous soyez taxé, il faut sortir du cadre purement informel. Vous allez vous faire voir d'une manière ou d'une autre. Si vous achetez un immeuble, on dit que cet immeuble-là, c'est l'immeuble de la tontine. L'immeuble devient visible. Et donc, on peut, à partir de là, vous taxer sur l'activité de l'immeuble. Oui. Ou bien, si vous achetez, vous vendez, sur cette activité-là, vous ne pouvez plus vous cacher. Donc, c'est pour ça que je dis que il me semble, quel que soit la suspicion qu'on peut porter sur l'administration fiscale, que techniquement, l'administration ne puisse pas rentrer dans les maisons pour repérer toutes les tontines qui collectent et qui redistribuent comme on fait pour échapper peut-être au crédit auquel peut-être on n'a pas accès en banque, mais qui ne produisent pas des intérêts. Ce serait difficile. Mais une fois que vous rentrez, soit dans une banque, en tant que tontine, vous êtes traçable. Une fois que vous achetez dans l'espace public, vous êtes traçable. Une fois que vous vendez dans l'espace public, vous êtes traçable. Donc, il me semble qu'il relève beaucoup de... Enfin, du moins, la polémique relève beaucoup des incompréhensions. Et atteint aussi un autre point parce que lorsque vous avez dit dans l'activité politique tontine ou sardine, vous voyez que sans le dire, vous convoquez d'autres catégories en arrière et qui font que des gens peuvent penser que, bon, dans la bagarre des sardinards et des tontinards, les tontinards sont visés par les sardinards et qui bientôt, je ne sais pas, peut-être vont bénéficier de la baisse du prix de la sardine. Bon, je ne sais pas. Mais non, mais je pense que plus sérieusement, à mon sens, je peux me tromper, j'insiste dessus, je ne suis pas du domaine de la fiscalité, mais quand vous lisez les explications du rabâché du marché pour mon estomac fragile et ma dentition ça paraît digeste et je souscris à cette explication qui est parce que techniquement je dis quand bien l'administration fiscale aurait un génie divin, elle aurait de la peine à rentrer vraiment dans l'esprit léger de la tontine qu'on a comme simple responsabilité. Maître, il y a quelques années, ayant constaté justement qu'on avait des associations comme celle qu'on parle, qui brassaient beaucoup d'argent, on avait créé ce qu'on avait appelé la mutuelle pour rendre ces associations la catégorie des mutuelles et leur permettre justement de garder leur argent qui était des grosses sommes au niveau des banques. Ce qui est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, c'est que malgré qu'on ait fait de ces associations des mutuelles, qu'aujourd'hui on revienne encore avec une loi qui touche encore les tontines et les associations. C'est peut-être à ce niveau-là que ça fait un peu désordre, puisqu'à un moment donné, on avait dit à toutes les associations qui brassaient des sommes exorbitantes et qui faisaient tourner et qui avaient besoin de garder, de devenir des mutuelles, ce que beaucoup ont fait d'ailleurs. J'adhère également à une mutuelle qui est une association, mais qui était devenue une mutuelle en cette période-là pour pouvoir garder ses fonds à la banque. Donc, déjà dans le circuit formel. Aujourd'hui, quand on revient avec une autre loi où on dit les tontines, il faudra qu'on paye un pourcentage. Je rappelle que c'est au total 4 taxes quand même qui viennent se coller. Si vous allez acheter des chaises, il faudra également payer une taxe dessus. Il faudra payer pour ci ou pour ça. À un moment donné, le commun des mortels qui n'a pas de détails comme ce que désormais chacun essaie d'expliquer et qui ne reçoit que ce test de prime abord, il est normal qu'on s'en inquiète quand même. Madame Guessele, les gens là n'ont plus rien à faire aux affaires. Ils ont donc la plus grosse difficulté qu'ils ont, c'est de gérer leur flux des retraités. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les postes sont devenus tellement moins nombreux pour satisfaire tout le monde, parce que c'est le partage du gâteau et il y a un flux très important de retraités qui demandent. Il faudrait donc remettre ceux-là aux affaires, à savoir les agents des impôts,
Vous savez, pour payer l'impôt, pour être identifié par le fisc, il faut avoir... avant, on parlait de carte de contribuable qui n'a pas disparu. Si aujourd'hui, on l'a muté en identification, numéro d'identification unique. Comment donc quelqu'un qui n'est pas identifié? Parce que c'est là le problème. Quelqu'un qui n'a pas identifié. Je ne sais pas si vous avez trouvé la définition du mot tontine dans un dictionnaire. C'est une création camerounaise et surtout africaine. Donc, j'espère que cela voulait revenir dans nos identités pour pouvoir expérimenter le fédéralisme communautaire dont parle Cabral Libye, en mettant en exergue, en anticipant désormais pour dire la tontine. Mais nous, le fédéralisme communautaire ne voudrait pas dire qu'on va taxer les tontines. La tontine, c'est un petit groupe de petits débrouillards. C'est ça la tontine. Vous avez de prime abord, hein, vous avez évolué dans les mutuelles, tout ça, c'est vraiment du foutu et du n'importe quoi. C'est vraiment les gens qui n'ont plus rien à faire, dont le génie créatif a connu sérieusement une certaine sclérose. Il n'y a plus la possibilité de trouver quoi que ce soit. Il y aura une véritable perte de temps. Pourquoi? Parce que peut-être ils veulent encore trouver une autre ligne pour mettre en mission leurs fonctionnaires qui cherchent quoi faire, qui s'ennuient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Je dis aujourd'hui, le Cameroun, il faudrait que ce n'est pas l'incivisme fiscal que je prône. Le Cameroun a suffisamment d'argent. Suffisamment d'argent. Et les gens ont refusé de gérer sainement les fonds publics. Ces fonds sont détournés, sont la propriété de quelques Camerounais. On veut embêter le grand peuple. Pourquoi? Pourquoi autant de cynisme? Pourquoi faire du mal au peuple de cette manière? Mais ils ne réussiront pas. Parce que, je dis, les tontines, chez nous, ça se passe le dimanche. Ou alors, on va dire que les fonctionnaires vont travailler désormais 7 jours sur 7. Ouais, les tontines tiennent les samedis et les dimanches. Ou la nuit. Ou la nuit. Donc, les gens vont trouver des parades pour vous dire que, en tout cas, vous perdez votre temps. Vous ne comprenez même pas ce que vous dites. C'est ce que je voudrais dire. Mais ils ont appelé justement ces associations à venir volontairement elles-mêmes se signaler et déclarer ce qu'elles tournent leurs revenus à l'intérieur de ces associations-là afin de pouvoir reverser à l'État. C'est-à-dire si quelqu'un a bouffé ses 100 000 de tontines et que vous savez on laisse parfois un 10% pour faire tourner l'association, les carnets et tout, il faut acheter. Dans ce 10%, il faudrait retirer 19,25% pour l'État. Ça, c'est ce qui est prévu, hein, comment c'est censé fonctionner. Donc, en prenant ton argent, le 10% que tu laissais autrefois, qui était jugé comme intérêt, peut-être pour faire fonctionner l'association désormais, doit être partagé entre l'association et les impôts pour soutenir le Cameroun. C'est un principe qui, de prime abord, peut ne pas créer de problèmes, mais qui a du mal à rentrer dans l'esprit des Camerounais, peut-être parce que naturellement, on n'a jamais pensé à taxer quelque chose qui était pris au départ comme une entraide à l'africaine, monsieur le maire. Ça pose problème parce que on a apporté une réponse politique à une question de droit qui se pose. L'État a l'obligation de rechercher des moyens. L'État a l'obligation d'identifier des activités génératrices de moyens pour élargir l'assiette fiscale. Et ça pose problème parce que on est venu taxer quelque chose qui existe depuis et qui semblait ne pas poser de problème. Au moment où la querelle, l'invective s'est développée entre
des sardinards et des tontinards. C'est un problème politique. Sinon, ça ne devrait pas poser problème qu'on taxe les activités exercées dans les tontines. Parce que, mine de rien, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qui est brassé dans ces associations. Quand je regarde un peu, il y a une tontine des adjoints au maire dans l'Ofundi. Ouais, ben, Je vous écoute. on brasse de l'argent là-dedans. On peut faire des emprunts à des taux préférentiels qui défient toute concurrence pour ceux qui ont pour activité le prêt d'argent. Donc c'est beaucoup d'argent qu'il y a. Il y a par exemple la tontine des maires du Fundi. Et se retrouve toutes les semaines. Combien de millions par semaine? Voilà. Par individu. Autant de choses. Il y a une tontine qui existe, la tontine des membres du gouvernement, où on estime que chacun doit pouvoir réaliser quelque chose d'essentiel quand il ne sera plus au gouvernement, qu'il en vive. Donc, les tontines, il y en a à profusion. Mais l'handicap, c'est celui de l'identification de ces tontines. Donc, il était donc temps et normal que l'État s'intéresse aux activités de circulation d'argent dans ces associations. Oui. Moi, je vous prends un exemple. Dans l'association des adjoints au maire, nous avons un dépôt de 500 000 francs par maire. Wow. Et vous imaginez ce que ça peut faire comme fonds de roulement au niveau de l'association. Et vous pensez vraiment... Et vous fonctionnez comme ça, vous n'êtes pas déclaré, non? Votre association là, elle n'est pas déclarée? Non, celle-là, elle est déclarée. Ben justement, parce que j'allais dire que non, celle-là, quand on était passé à la catégorie des mutuelles, il y a beaucoup d'associations comme ça qui se sont déclarées. Nous avons souvent sollicité le soutien des personnalités. Nous avons une personnalité. Ça veut dire que logiquement, vous n'avez pas ce problème puisque vous fonctionnez déjà ainsi. Absolument. Donc vous n'êtes pas classé parmi cette nouvelle vague. Vous voyez donc que oui. Au niveau des associations qui ne sont pas déclarées, elles sont plus nombreuses. Et elles brassent 100 fois beaucoup plus d'argent. Donc maintenant, on en vient donc au problème qui soulevait le professeur Messanga. Comment on va donc les retrouver aujourd'hui, qu'on voudrait les taxer? On les retrouve comment? On s'organise comment? On va envoyer des éléments dans les quartiers, chercher des gens en cabas uniforme. Je crois que c'est, comme je vous ai dit, que la réponse est politique à un problème de droit qui se pose. C'est-à-dire que il vaut mieux avoir une législation qui dort, qui somnole, que de ne pas avoir quand même le document et le prévoir. Oui, et à tout moment, on peut l'actionner. Donc, c'est un peu la réponse politique. Est-ce que le petit soupçon d'acte lié à déstabiliser un tout petit peu cette partie du Cameroun, un peu encrin plus que les autres, à faire les tontines et qui brassent justement beaucoup d'argent dans cette tontine-là, ne peut pas trouver tout son sens? Non, vous savez, la conception de tontine est différente selon des endroits où on se trouve. On va parler trivialement, chez les petits, la tontine c'est quoi? C'est que on se met ensemble en janvier, c'est toi qui te prends
et tout le monde met quelque chose, on te donne. Jusqu'en décembre. Ainsi de suite. Bon, par contre, moi je suis dans des tontines avec les Bamileke qui ont une autre conception de la tontine. C'est-à-dire que la tontine, c'est d'abord quelque chose de sacré, de sacré qui obéit à des principes extrêmement rigoureux et où on vend. C'est-à-dire que la tontine doit créer de l'argent. Et moi, je suis dans des tontines avec les Bamileke où on vend l'argent. Alors, on comprend peut-être pourquoi ils seront les plus touchés aussi par rapport à cette... Oui, tout simplement parce que ils sont tous un Bamileke qui n'est pas dans une tontine, n'est pas Bamileke. Vraiment, et moi j'apprécie, je suis là-dedans avec eux, j'apprécie la rigueur qu'il y a dans la gestion des tontines. Quand on met 1 million en vente, bon, vous savez, chez les petits, quand tu as des problèmes, tu vas à la tontine, tu demandes un prêt. Hein? Et on t'accorde ou on t'accorde pas. Oh, là-bas, avec mes frères, là, c'est quand tu as un problème, tu viens acheter. Tu viens acheter. Et tu ne peux pas. Tu gagnes en temps et tu gagnes en espèces. Et même en dignité. En dignité. C'est-à-dire que. Oui, tu n'as pas mendiant. Tu n'as pas le côté mendicité. C'est pas la mendicité en ce moment-là. C'est avec tout l'orgueil. Ne prête pas qui veut, mais qui peut. Et après. Moi, j'avoue que depuis que je suis dans les tontines avec eux, on leur reproche souvent de ne pas intégrer les autres dans le truc. Mais moi, je dis, depuis que je suis là, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué parce que quand tu as déjà écarté le facteur temps, tu as de l'argent liquide, espèce sonnante, séance tenante. Voilà. Donc, vous pouvez résoudre les problèmes. Est-ce que justement, ce n'est pas finalement... Et les banques prennent donc un coup. Parce que c'est là justement que je moi, je préfère aller à la tontine. Et je peux faire une levée de 2 millions de francs en 15 minutes. En 15 minutes. Alors que, au niveau de la banque, vous ne pouvez pas faire une levée de 2 millions sans hypothèque, sans toutes les procédures. Sans paperasse, comme on dit donc, souvent. Oui, professeur. Oui, je voulais dire que ce problème-là doit nous amener à réfléchir autrement. Oui. Vous savez, quand on met le problème sous le coup de la politique, on va voir peut-être ce qu'on n'a pas dit de manière très claire, Bamileke, Betty, Peul et autres machins trucs. Mais en réalité, le problème est plus complexe et peut obéir à une autre catégorisation. Voici Saint-Éloi qui n'est pas Bamileke, qui affirme qu'il est dans une tontine avec des Bamileke. Et je suis sûr qu'il n'est pas le seul nom Bamileke dans cette tontine-là. On peut y trouver d'autres personnes. Bien, cela nous amène à voir le pays autrement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des structures nouvelles qui se créent, qui sont sous nos yeux, mais nous continuons à les regarder sous des prismes déjà, sinon totalement dépassés, mais en partie bien dépassés. Donc, alors, mettre la politique sur une affaire qu'on croirait être dirigée contre une communauté ethnique peut se retrouver très très complexe à l'usage. C'est-à-dire que ce ne serait plus seulement les membres de cette communauté ethnique, mais ce sera un ensemble de citoyens. Oui, ça va être un ensemble de citoyens qui vont se reconnaître. Qui vont se reconnaître. Donc, aujourd'hui, la politique ne peut plus se calquer sur des prismes. On parle d'un conflit dans l'extrême nord aujourd'hui. Je fais juste une petite extrapolation par rapport à ça parce qu'on est dans le même registre. Où on va dire Arabe Choua, Mousgoum.
Hier, c'était Arabe Choix Kotoko. Bien, alors, si vous avez Arabe Choix Kotoko, Arabe Choix Mosgoum, mécaniquement, vous dites, ils sont palabreux, ces Arabes Choix. Mais en réalité, c'est que le problème n'est véritablement pas Arabe Choix en tant qu'Arabe Choix. C'est le problème agriculteurs et éleveurs. Pourquoi est-ce que les Arabes Choix ont les problèmes avec les Mosgoum et ils avaient déjà eu le problème avec les Kotoko? Non, vous trouvez que c'est des peuples qui sont agriculteurs et eux, dans leur transhumance avec les bêtes, passent et détruisent les champs, les cultures, ces gens-là. Quand ils réagissent, comme ils sont Arabes Choix, on ne va pas dire c'est des éleveurs, on va dire c'est des Arabes Choix. Ceux qui réagissent, comme ils réagissent d'abord, première catégorie mise en branle, c'est l'agriculteur. Mais on va dire cet agriculteur est Kotoko. Mais comme on a été habitué à identifier les gens selon les prismes ethniques, on va embraser au final des gens qui n'étaient pas concernés par le problème. C'est-à-dire un Arabe Choix qui est commerçant n'est pas dans ce conflit. Un Kotoko qui est commerçant n'est pas dans ce conflit. Mais quand on va dire que c'est les Kotoko contre les Arabes Choix, même le commerçant Kotoko va se mettre dans la guerre, le commerçant Arabe Choix va se mettre dans la guerre. Donc il y a ce genre d'amalgame que nous faisons à un moment donné et je pense qu'il est temps, à ce stade de brassage des cultures, lorsqu'on parle même de vivre ensemble, c'est des choses qui sont intéressantes. La commission, elle n'est pas là seulement à faire des discours que vivre ensemble. Ce n'est pas parce qu'on vous dit vivre ensemble que vous allez vivre ensemble. C'est dans ces éléments structurels. La tontine aujourd'hui, est-ce que c'est encore véritablement une affaire des Bamileke? Non, c'est devenu une affaire des Camerounais. C'est devenu une affaire des Camerounais et on doit la regarder comme une affaire des Camerounais et non plus comme une affaire des Bamileke et non plus comme parler du commerce, comme avant on disait le commerce, c'est les Bamileke et les Yaoussa globalement. Mais professeur, est-ce que ce n'est pas également faire une fuite en avant parce que ce n'est pas parce qu'on a 2 ou 3 personnes comme monsieur le maire qui sont partis rentrer dans ce type de tontine que ça va effacer le fait qu'il y a une propension pour la communauté Ouest Cameroun à faire de ce fonctionnement, leur fonctionnement le plus courant que dans d'autres coins. Je ne pense pas que c'est une fuite en avant et je crois que le mouvement plutôt est un mouvement qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire de plus en plus de non-Bamileke intègrent ces communautés et ça fait même déclencher beaucoup, ça fait même sauter beaucoup d'autres a priori qu'on avait. On disait que quand vous allez, il faut la garantie, c'est votre crâne, le crâne de votre ancêtre, je ne sais pas si le crâne de l'ancêtre de Saint-Éloi. On comprend qu'il y a des choses objectives qui peuvent se faire en fait, dans une organisation. A évolué et il faut également que désormais... Oui, exactement. Pas qu'il faut, elle s'est déjà ouverte, elle va s'ouvrir davantage. Mais quand on cesse de croire qu'il y a des activités qui sont typiquement ethniques et non. D'accord. Monsieur le maire, ça veut dire que tout doucement, on va valider... j'allais dire, maître Assiéné, que tout doucement, on va valider l'usure au Cameroun. C'est vers ça qu'on s'achemine. Jusqu'ici, il n'y avait aucun cadre légal autour de ce genre de tractation. Jusqu'à présent, même, il n'y en a pas. Décider désormais de les taxer, ça veut dire que l'usure finira par devenir légale au Cameroun, tout doucement. Vous me faites... en fait, votre façon d'aborder la question est très fascinante, Madame Guissélé. Parce que vous avez dit comment on va faire, on va aller identifier les gens avec les cabas dans les quartiers, et ainsi de suite. C'est le symbole des associations. Et vous comprenez donc, et je prends le peuple camerounais à témoin que M. Cabral-Libye, avec son histoire de fédéralisme communautaire, reste le messie dont le peuple attendait. Vous voyez donc, on a voulu jeter la pierre sur cette philosophie africaine de développement basée sur le souci d'efficacité, le devoir de solidarité, le respect de la personne humaine qu'on a baptisé fédéralisme communautaire pour comprendre que on veut lui couper l'herbe sur les pieds avec cette affaire de tontine. Et vous avez vu les intervenants de tout à l'heure, tout le monde parle de Bamileke, tout le monde parle de ceci, tout le monde parle. On identifie. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que le fédéralisme communautaire demande donc, voudrait qu'on se conforme à notre réalité. C'est-à-dire, nous identifier quelle est notre véritable identité. La tontine, ce n'est pas une affaire de Bamileke.
la tontine, c'est une affaire de notre conscience, de notre vécu quotidien. Il faudrait qu'on laisse l'affaire des Bamileke tranquille. Et que ceux-là peuvent effectivement, avec cette approche qu'a proposé le régime, se sentir ciblés. Or, que non. Ce n'est pas, nous ne souscrivons pas à cette approche, mais nous disons tout simplement qu'il faudrait que le peuple camerounais sente que nous avons nos us et coutumes, nous avons notre façon de fonctionner et il faut valoriser cette façon de fonctionner, il faut identifier notre manière et l'institutionnaliser, la formaliser. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme communautaire. Donc, si l'État a dans ses balbutiements, dans ses hésitations, voudrait légaliser l'usure, vous allez voir que, en réalité, moi je suis avocat. Vous partez dans les commissariats, vous partez dans les brigades de gendarmerie, vous allez même dans les parcs. Il y a des magistrats qui ont été révoqués aujourd'hui ici parce qu'ils ont traité les dossiers d'usure jusqu'à abuser. Donc, l'usure, c'est ce que nous faisons tous les jours et que l'État veut effectivement utiliser une pirouette pour pouvoir l'identifier de manière expresse et légalisée. C'est bien vers quoi on s'acheminait parce que je me posais bien la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vient s'intéresser aux cotisations, aux tontines des gens dans les quartiers, puisque l'usure, c'est un tout petit peu ce qui est fait dans ces endroits-là. On se passe de l'argent, on prête, on revient remettre à la personne avec intérêt. Et jusqu'ici, j'ai eu des cas qui sont arrivés devant la loi. On a justement dit qu'on ne pouvait pas gérer parce qu'il n'y a aucun test qui entoure l'usure. Non, après vous avoir torturé, j'ai dit ça se passe effectivement dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie. Oui. Quelqu'un se plaint que vous avez prêté son agent, une association, tous les jours aujourd'hui dans les tribunaux, tous les tribunaux, les associations sont là pleines parce que quelqu'un a profité d'une cotisation, il ne sait pas, il se plaint. Donc, vous partez dans un commissariat ou une brigade, vous trouvez que quelqu'un a écrit un bon, il a emprunté de l'argent, il n'a pas remboursé, et puis on le garde à vue. Après, il va payer une caution pour sortir. L'État ne veut plus laisser faire. Il va payer une caution, il ne va pas rentrer. Alors que c'est une affaire essentiellement civile. Il ne va pas rentrer chez lui comme ça, il va déposer une caution là-bas avant de rentrer. Donc, mine de rien aussi, cette loi vient donc apporter une sorte de solution à ce type de problème. Non, on vient simplement formaliser ce qui se passe depuis. Déjà. Donc c'est une forme de solution. C'est-à-dire que donc au fait que désormais, quand on devra arrêter quelqu'un qui a volé à la tontine, on sera au moins protégé désormais par une loi camerounaise. Oui, si elle est déclarée. On va modifier l'article 318 du code pénal. On s'achemine vers là. Il y a un autre problème, peut-être d'ordre plus philosophique à la fin. Pourquoi est-ce que les gens sont prompts à réagir négativement quand il y a une nouvelle mesure? C'est-à-dire, lorsque vous suivez les explications, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'administration fiscale n'a pas créé la roue. C'est-à-dire qu'elle a formalisé des choses qui auraient même dû l'être depuis longtemps. Mais certes, vous voyez, l'impôt n'a pas vocation à être aimé ou à être détesté, mais a vocation à être payé. Parce que c'est une loi, c'est un devoir. Mais, plus philosophiquement, on peut amener les gens à aimer, c'est-à-dire à volontairement se prêter à ce jeu, même si c'est techniquement contre leurs intérêts. Pourquoi? Comment? C'est-à-dire que si en payant les impôts, vous voyez l'impact de ces impôts sur la vie publique. Lorsque vous payez les impôts, vous voyez comment les routes sont faites, vous voyez comment... Ça générait moins. Ça susciterait même une participation plus citoyenne qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si on ne vous tord pas la main, on ne prend pas. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et puis encore, lorsque vous apprenez que
X a pris 1 milliard ici, un autre a pris 2 là, un autre a pris 3, et qui sont là et qui vous narguent dans les quartiers. Lorsqu'il est très content qu'il organise sa fête, vous devez contourner, passer sur les murs parce que la route est barrée dans son environnement. Ça vous choque à ce moment-là. Vous dites, donc je paye les impôts pour que ce type s'engraisse et de cette manière-là. Donc il y a un problème de besoin, n'est-ce pas, de bonne gouvernance pour que, au lieu de traquer des gens qui sont même intraquables, que ces gens-là, lorsqu'on dit que les gens se déclarent, lorsque les gens trouvent vraiment que notre administration fiscale travaille pour nous, mais les associations n'auraient pas de la peine à se déclarer. Mais les gens jouent à ce jeu parce qu'ils n'ont pas confiance dans la gestion qui est faite de leur patrimoine commun. Les gens ne sont pas rassurés quant à la manière de gérer ce qui est ce qu'ils donnent pour que la nation puisse s'épanouir. Ouais. C'est le fond du problème. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a c'est l'usage qui est fait de ces impôts qui dérange également. Oui, de la même manière que lorsqu'on construit un stade, s'il y a un problème, vous voyez, la réaction est une réaction toujours négative parce que les gens ne comprennent pas que l'argent qu'on prend pour construire un stade, il n'y a pas un bali-bali ni à la présidence de la République, ni au premier ministère, ni dans aucun ministère qui sort de l'argent ex nihilo. Non. C'est la contribution de tous les citoyens qui constitue le budget qui va servir à la construction d'un stade. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de tous les citoyens. Donc quand il y a un couac, les gens réagissent parce qu'ils sentent que c'est leur patrimoine qui est ainsi dilapidé et qu'ils auront à payer, non seulement eux, leurs enfants, peut-être les enfants de leurs enfants, pour ce qu'un individu peut prendre pour organiser sa vie et parfois même aller faire des extravagances à l'extérieur ou faire de la distribution comme on en voit lors des deuils, lors des cérémonies publiques où un individu se met à distribuer. Non, en fait, ça devrait même être... Moi, je crois que, je ne sais pas comment donc vous voulez qu'on on doit pénaliser, non, sérieusement, plus sérieusement, un individu qui se met à distribuer de l'argent en public doit être pénalisé. Mais pourquoi? Non, je dis... L'argent, ça se travaille. Mais comment? Mais c'est qu'il est en train de faroter quelqu'un qui travaille. C'est une façon de l'encourager aussi. Vous n'allez pas pousser. Quand vous avez vu les images du fils de Ndongo Somba en train de faroter à Paris, vous pensez que ce qu'il avait là, il avait un paquet en main, c'était pas moins de 50 millions. D'accord. Je pense qu'on va ouvrir notre débat. Faroter comme ça là. L'argent, c'est travail. Bon, on va peut-être aller sur la quantité. Moi, j'ai dit que... Non, ailleurs, même, vous voyez qui fait ça. Il était grand temps qu'on commence à taxer l'argent qui est brassé dans les tontines. D'accord. C'est beaucoup d'argent. Les banques, il y a des banques qui peuvent faire faillite. Parce que... Tant mieux. Parce que... Toutes les banques sont du système d'exploitation. La tontine, ça va vite. Pas les gens, finalement. À la tontine, vous l'avez dit, ça va vite. Ça va vite. Et vous savez, une petite précision. Mon enfant malade à l'hôpital, je couche le trésorier, mon premier résolu. Vous pouvez emprunter 10 millions dans une tontine et rembourser en 2 ans. Oui. Mais vous ne pouvez pas dans une banque prendre, d'ailleurs même pour accéder à un crédit de 10 millions, il faut que vous donniez un arsenal de garanties que, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais là, je dis bien, vous pouvez en prendre 10 millions et rembourser en 2 ans dans une tontine. Les modalités, moi je crois que les banques devraient se mettre à l'école des tontines pour s'adapter à l'environnement qui est le nôtre. Comment fleurissent les microfinances? Dans une microfinance, vous avez autre 15 minutes pour faire une levée de fonds de 2 millions. 15 minutes. Alors que dans une banque... Rien que le tas de documents, ça vous bouffe déjà une heure pour comprendre. Je vous dis que quand vous allez à la banque, il y a une banque de la place. On travaille très mal là-bas. Et il faut le dire. Moi, j'étais à Ecobank. Vraiment, il faut que le directeur général me suive. Quand vous allez à la banque déposer de l'argent, vous avez toute la journée foutue. Hein.
toute la journée est foutue pour déposer de l'argent. C'est vrai. Et pour faire un retrait, mais dis donc, Il faut aller avec la pâte d'arachide et le bâton de alors manioc. que dans une microfinance, Ça va surtout vite. avec nos frères anglo là, les microfinances sont très prospères Ouais. et très courues. Nos sérieux Et, aussi. Bon, how no? Ouais, Et c'est terminé. et c'est terminé. Et on compte, on te donne, tu sors. Madame Guesselé, le gouvernement doit d'abord diminuer le train de vie de l'État. C'est ça. Et c'est le B à bas. L'Allemagne et le Japon ont des gouvernements de 19 ministres. Le gouvernement camerounais est d'une médiocrité déconcertante. En 1982, les économies botswanaises et camerounaises étaient les meilleures en Afrique. 40 ans plus tard, le Botswana est un pays développé et le Biameroun, un pays très pauvre et trop endetté, Biya a fait très mal aux Camerounais et aux Camerounais par sa malgouvernance légendaire. Le fédéralisme communautaire est une escroquerie intellectuelle, une esbrouffe. Monsieur Saint-Éloi qui fait tontine avec les Bamileke est-il Bamileke? Et l'avocat qui prétend que Libye est un messie là, c'est terrible. Donc, Cabral Libye n'est pas le messie? C'est le Messie, malheureusement, on va se Ça, c'est convaincre. l'accompagnateur de Frambia 2022. Bonjour à tous, je réfléchis sur les autres... oh là là, il y a des gens qui ont des problèmes autres. Hein. Merci beaucoup, on verra si on peut s'attarder sur votre problématique. Il y en a qui m'envoient des vidéos, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Apparemment, les problèmes de tontine ne sont pas faciles à gérer dans ce pays. Hein. Bon après-midi, vraiment, il faut revoir cette loi. Pourquoi ces messieurs ne déclarent pas leur bien comme le dit notre constitution? Que l'on commence par ces gens d'en haut et nous en bas, on va suivre. Madame, saviez-vous qu'Afriland Bank est née d'une tontine des anciens amis de l'école des finances d'outre-mer venant du Cameroun? C'est Bouba depuis Marois qui nous ont fait la remarque ce matin. Oui, et ils sont devenus banques. Oui. C'est ce qu'on demande. Si quelqu'un brasse suffisamment d'argent, qu'il devienne une banque. D'abord coopérative, après banque. Voilà, coopérative, après banque. Mais pour ceux qui ne sont pas dans cette situation, il faut peut-être qu'on... Je ne sais pas, qu'on améliore le test, qu'on ajoute un petit nota bene qui va rassurer le commun des mortels que ça ne les concerne pas. Cette tontine, je pense que c'est le détail qui manque dans cet article 93. S'ils ne sont pas visibles dans l'espace public, ils ne seront pas taxés. D'accord. Il faut qu'ils soient visibles. Faites donc vos tontines dans les quartiers bien, cachez un bon dimanche où on ne vous trouvera pas. Là, vous ne serez pas taxés. C'est pas moi qui... Les noms de tontines de petits, voilà. C'est Sangoula. Voilà. Donc, il y en a qui font dans un bar en buvant une bière et ça va très bien. Et l'armure. Pour ceux-là, vous n'aurez pas de problème. On ne va pas vous trouver. Mais pour le reste, faites aussi un effort de participer au développement du pays. Si vous-même vous êtes conscient que vous brassez des millions et pour certains des milliards, le pays a besoin de vous plus que jamais. On a beaucoup de poches de guerre, on a beaucoup de choses à faire pour développer ce pays. Il faudra à un moment donné que les Camerounais apprennent aussi que c'est l'impôt qui aide un pays à se développer quelque part. Bon, mais on ne va pas oublier que le CERAC doit payer aussi ça. Hein. C'est tout le monde, c'est une association à but non lucratif. Donc, Madame la Première Dame, il faut déjà penser à verser nos 19,25% de l'argent que vous placez. Plus l'IR. Plus l'IR, sur voilà. le revenu. Voilà. Sans oublier pour la commune. À la fondation qu'on baisse un peu les prix. Ah, la fondation. Parce que les prix sont centimes très additionnels. Voilà, les centimes additionnels, il faudrait aussi reverser. Donc, que tout le monde s'y mette. C'est ça qu'on risque de redouter parce que plus les gens vont maintenant payer officiellement les taxes, ils vont greffer ça sur le produit. Donc, les tontines qui vendent de l'argent vont augmenter légèrement les intérêts parce qu'il y a le prétexte des taxes. Et c'est monsieur tout le monde une fois de plus qui va payer le prix. Vous comprenez pourquoi ça dérange à la base. Merci à vous trois d'avoir été là.
là ce dimanche. On a largement dépassé le temps imparti à cette émission. Ça n'y paraît pas lorsqu'on est en train d'échanger. Merci à Narcisse Sondoa. Je connais l'équipe très fatiguée parce que on a trimé pour être ici. C'est dans les coups de 1h du matin que nous avons rallié la ville de Douala. C'est pour dire qu'il a fallu beaucoup d'efforts ce matin pour vous servir cette émission. Merci à vous tous d'être debout. Malgré tout, merci à Benvas, à Jean-Martin Kefak, à Anissé, Nomo, à Tomo, j'allais dire, qui a fait un travail extraordinaire et il est debout ce matin. Merci à tous ceux qui ont pu se mobiliser ce dimanche pour qu'on ait cette émission et à ceux qui sont encore fatigués, on peut vous comprendre. Allez, bon début de semaine à tout le monde et on se retrouve pour d'autres débats sur Info Télévision. Au revoir.